Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de suivre une table ronde sur la différenciation territoriale. Cet événement a été organisé par la Commission des lois. Cette idée de la différenciation territoriale a été lancée par Emmanuel Macron lors de la conférence des territoires en juillet 2017. Objectif, différencier les compétences et les règles d'exercice entre collectivités relevant d'une même catégorie. En clair, permettre un exercice plus souple des compétences locales. Voilà, donc tout de suite, je vous propose de suivre, d'écouter cette table ronde. Nous accueillons cet après-midi Monsieur André Léniel, ancien ministre, maire d'Issoudun et premier vice-président de l'Association des maires de France, que je salue. Madame Géraldine Chavrier, qui est professeure de droit public à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Monsieur Ferdinand Mélin-Soukramagnan, professeur de droit public à l'université de Bordeaux. Nous avons souhaité organiser cet échange avec vous, Madame et Messieurs, pour que la Commission des lois profite de vos éclairages à l'aube d'une réflexion sur le changement des règles du jeu au plan constitutionnel. Nous avons, c'était à l'époque le gouvernement Raffarin et le président Jacques Chirac, introduit dans la Constitution il y a maintenant une quinzaine d'années, des dispositions ouvrant la possibilité d'expérimentation et en créant quand même un certain nombre de contraintes qui ont restreint le champ de ces expérimentations et ont rendu impossible leur pérennisation au-delà de 5 ans si elles n'étaient pas généralisées. La réflexion a depuis beaucoup progressé, à la lumière même de cette expérience qui n'est pas totalement convaincante. Et le gouvernement actuel a saisi il y a quelques mois le Conseil d'État d'une demande d'avis sur ces questions. L'avis du Conseil d'État est extrêmement documenté, très intéressant. Il propose des voies de solution dont le gouvernement s'est inspiré en partie en élaborant son projet de loi constitutionnelle, lequel sera examiné par l'Assemblée nationale au mois de juin et de juillet avant de nous être soumis. Évidemment, toutes les questions qui sont posées renvoient à des problématiques complexes, compte tenu de l'attachement que nous avons en France au principe d'égalité et compte tenu aussi du souci que nous pouvons avoir de ne pas faire rentrer les normes produites par les collectivités territoriales en rivalité avec la loi. Et si nous devons modifier la Constitution, nous serons tout de même attentifs à ce qu'elle ne donne pas aux collectivités territoriales des pouvoirs équivalents à ceux du législateur, bien sûr, mais même équivalents à ceux du gouvernement dans l'exercice de son pouvoir réglementaire. Et pour autant, le Sénat, dont la vocation est de représenter les collectivités territoriales, ça n'est pas sa seule vocation, c'est la seconde chambre démocratiquement élue de la République et elle a vocation, comme toute chambre parlementaire, à légiférer à égalité avec l'Assemblée nationale, mais c'est tout de même une particularité du Sénat de la République française, souhaite permettre aux collectivités d'explorer un champ plus vaste de différenciation que celui qui est ouvert par le droit à l'expérimentation. Et alors je reconnais que, en introduisant notre discussion, en dressant des butoirs de part et d'autre, je laisse un espace assez limité aux voies de solution. Et c'est parce que j'ai conscience du fait que cet espace est sans doute trop limité que j'ai souhaité que nous puissions vous consulter. Donc je vais donner la parole d'abord
aux deux universitaires qui sont là, Madame Chavrier et Monsieur Mélin-Soukramagnan. Je dois dire Soukramagnan ou Nien? Magnin, je vous prie donc de m'excuser. Et puis, André Léniel nous donnera le point de vue des maires, mais je lui demanderai d'élargir un peu au point de vue des collectivités territoriales auxquelles nous ne manquons pas ici d'être particulièrement sensibles. Madame, je vous laisse la parole en premier. Je vous remercie, Monsieur le Président. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, membres de la Commission des lois, en premier lieu, je vous remercie de me faire l'honneur de m'inviter à participer à vos réflexions sur la différenciation territoriale. Celle-ci fait écho, bien sûr, à l'avis du Conseil d'État du 7 décembre dernier et au projet de révision constitutionnelle, et elle englobe par conséquent cette réflexion, cette différenciation territoriale, un peu le droit à l'expérimentation, mais essentiellement le droit à l'adaptation et la possibilité de proposer des compétences différentes à des collectivités de même catégorie. L'expérimentation peut servir l'adaptation, en ce qu'elle permet de vérifier que la demande d'adaptation est pertinente et sans danger, mais elle renvoie quand même surtout à une technique d'élaboration des normes fondée sur l'expérience et ainsi sur l'obligation de prévoir une évaluation, davantage qu'à une finalité qui serait la différenciation territoriale. L'adaptation du droit, elle, le permet. Mais précisément, l'adaptation rompt avec ce principe, avec cet universalisme républicain. Et c'est la raison pour laquelle, alors que les sénateurs prônaient en 2003, lors de la révision constitutionnelle, l'adaptation, la possibilité d'avoir des règles différentes sur le territoire, alors que ces sénateurs prônaient l'expérimentation pour une différenciation territoriale, la loi organique a exigé qu'elle se solde par une décision de généralisation ou d'abandon. Parce que vraiment, l'expérimentation, c'est tester pour avoir une norme pertinente sur l'ensemble du territoire. L'adaptation, c'est envisager des normes différentes sur le territoire, même si l'expérimentation peut vérifier qu'une adaptation, effectivement, serait pertinente et pas dangereuse. Donc, puisque 2003 n'a pas abouti à l'adaptation, mais bien à l'expérimentation, commençons par nous poser une question qui me paraît essentielle. L'adaptation est-elle dangereuse pour la République française? À titre personnel, je ne le pense pas, bien sûr, dans la mesure où elle sera encadrée. Certes, il va en résulter une moindre lisibilité du droit et une complexité évidente. Mais il me semble que nous avons fait le tour de l'avantage lié à l'uniformité, qui est certes rassurante, mais terriblement handicapante parce qu'elle privilégie la forme sur le fond. Depuis 2000 et le rapport du Sénat sur l'unité dans la diversité, on comprend tous, même si on le craint, on comprend tous que le principe de l'égalité formelle produit moins d'égalité que le principe de l'égalité réelle. Le Conseil constitutionnel l'a lui-même affirmé dans une décision déjà ancienne pourtant du 26 janvier 1995, loi pour l'aménagement et le développement du territoire, en décidant que l'État, en tenant compte, c'est ce qu'il dit, en tenant compte de la spécificité des situations territoriales, par le renvoi à l'époque à des conventions locales et régionales, a, je le cite, a mis en place une procédure qui, loin de méconnaître le principe d'égalité, constitue un moyen d'en assurer la mise en œuvre. Tenir compte des forces et des handicaps dans le processus législatif est plus une façon d'assurer la mise en œuvre du principe d'égalité en rééquilibrant les choses que de le violer. Évidemment, dans le cas qui nous préoccupe, la situation est différente, puisqu'il s'agit de laisser aux collectivités territoriales elles-mêmes le soin d'adapter des textes étatiques aux réalités locales, sur, bien sûr, autorisation du législateur et du pouvoir réglementaire. Et précisément, cette condition constitue, avec en outre l'interdiction de porter sur des droits constitutionnellement garantis et sur les conditions essentielles d'exercice des libertés publiques, une garantie pour éviter tout excès local. Les autorités étatiques seront et doivent être maîtresses de la procédure. Et c'est une seconde raison de faire le choix de l'adaptation des normes étatiques. Pourquoi? Parce que c'est une alternative au système européen qui confie aux collectivités territoriales, en tout cas infra-étatiques, un pouvoir normatif et qui est un système que nous refusons en France, qui se veut unitaire. Si les opposants
à ce système, au nom de la même idéologie, s'oppose non seulement au droit à l'adaptation des normes, mais également, si ce droit est adopté, à une véritable mise en œuvre de ce droit. Je veux dire par là qu'on ne se retrouve pas comme pour l'expérimentation, avec 2 seules expérimentations sur le fondement de l'article 72, l'une en fait avortée puisque la loi est intervenue avant la fin de l'expérimentation, l'autre en cours sur l'accès le droit à l'eau et la tarification qui va avec. Donc si ces opposants à l'attribution d'un pouvoir normatif aux collectivités territoriales s'opposent aussi à un droit à l'adaptation qui serait par ailleurs effectivement mis en œuvre, alors ils prendront le risque de créer un jour les conditions de l'attribution, cette fois-ci d'un véritable pouvoir normatif aux collectivités. En effet, on ne peut continuer à affirmer qu'on administre mieux de près et continuer d'imposer l'exercice uniforme de toutes les compétences locales. Il en résulte de toute évidence une perte d'efficacité des politiques publiques et sûrement des surcoûts qui conduiront à faire exploser le système de centralisation normative absolue. L'adaptation du droit constitue donc une réponse à cet enjeu tout en restant conforme au refus d'une décentralisation du pouvoir normatif. La refuser, c'est prendre le risque de devoir accepter un jour, sous la pression des événements, cette décentralisation, alors qu'un juste milieu aurait été possible, celui du droit à l'adaptation. Il faudra donc non seulement la décider, mais également l'appliquer. Or, on remarquera qu'elle existe déjà, en dehors de toute révision constitutionnelle. Rappelez-vous l'article 1er de la loi NOTRe qui confie à un seul conseil régional, s'il le désire, ou à plusieurs, la possibilité de demander aux législateurs de proposer, de faire des propositions d'adaptation de lois ou règlements concernant l'exercice des compétences, l'exercice de leurs compétences, leur organisation, leur fonctionnement. Il est déjà possible de demander aux législateurs une adaptation à un seul conseil régional. Or, que s'est-il produit? Rien. Pas de proposition. Moi, je le vois en travaillant souvent avec des associations d'élus. Il y a un malaise général. On considère que le droit est beaucoup trop précis et qu'on n'arrive pas à avoir une politique locale véritablement décentralisée, adaptée au territoire. Mais il est extrêmement complexe de dire c'est ce texte, c'est cet article, c'est cet alinéa qui me pose un problème et donc j'en demande l'adaptation. Il y a un malaise général lié à une trop grande centralisation normative, mais souvent une certaine incapacité à se dire je veux soit expérimenter un nouvel alinéa à cet article, soit qu'on adapte cet article à ma situation locale. C'est la raison du coup pour laquelle cette mesure sera indispensable mais sûrement insuffisante. On n'aura pas forcément davantage de capacité au niveau local demain de déterminer ce qu'il faut adapter et pourquoi. Ce qu'il convient aujourd'hui, c'est peut-être d'aller plus loin, c'est-à-dire ailleurs, plus exactement, que le projet de loi constitutionnel. La première proposition que j'ai à vous faire est nécessaire, mais elle souffre de la même difficulté, qui consiste à identifier la norme gênante, et elle n'intéresse que le domaine réglementaire. Plutôt que d'utiliser une procédure lourde, qui est le droit de demander à être autorisé à adapter une norme, de prévoir cette adaptation, de l'écrire, puis de demander au législateur ou au pouvoir réglementaire d'accepter une nouvelle rédaction propre à une ou quelques collectivités, qu'il pourra, le cas échéant, négocier, ce qui peut en altérer sa pertinence. Le plus simple, à mon goût, est qu'une voie spécialement ouverte aux collectivités permette de demander l'abrogation pure et simple de certaines dispositions réglementaires au nom du droit à l'adaptation. Je m'explique. On sait que les décrets sont parfois trop précis, faute de pouvoir faire appliquer à un principe de proportionnalité du droit. On a essayé de le faire adopter, on ne sait pas où se situe la limite. Les services administratifs sont souvent dans une obligation de réaliser, d'écrire, et ne savent pas trouver cette limite. Dans ce cas, puisque les collectivités territoriales disposent d'un pouvoir réglementaire subsidiaire, c'est-à-dire qui peut être exercé en l'absence de décret et tant que celui-ci n'a pas été adopté, alors il faut permettre qu'une collectivité territoriale ou une association de collectivités qui a identifié des dispositions trop précises et non nécessaires à l'exécution de la loi puisse demander à l'État de les abroger. J'ai bien dit non nécessaire à l'exécution de la loi. On sait que le Premier ministre dispose d'un pouvoir réglementaire irremplaçable que les collectivités territoriales ne pourront pas concurrencer. Dans le silence du décret, elles pourront alors fixer elles-mêmes des normes réglementaires de 3e niveau, c'est-à-dire non nécessaires absolument à l'application de la loi, mais devant pourtant être adoptées pour l'application de cette dernière.
Cette situation, cette capacité à identifier des textes trop précis, plutôt que de demander d'adapter, demander simplement l'abrogation, cette situation permettrait d'éviter les négociations qui pourront avoir lieu entre le Parlement et la collectivité territoriale sur une nouvelle rédaction d'adaptation d'une norme, et peut-être aussi la mauvaise volonté éventuelle des services administratifs de l'État qui parfois reviennent sur les ouvertures accordées par le Parlement. Une vraie cellule d'adaptation du droit pourrait être créée pour rechercher des dispositions non nécessaires des règlements et les abroger. La seconde solution concerne également le niveau réglementaire, mais je pense honnêtement qu'en France, en métropole en tout cas, ce sera de toute façon le niveau normatif le plus concerné par le besoin d'adaptation. Cette solution contourne la difficulté à identifier l'alinéa du décret qui serait responsable d'un malaise qu'on ressent localement ou d'une inefficacité des politiques publiques pour faute d'adaptation. Il s'agit tout simplement pour le législateur, pour vous, de renvoyer plus souvent, pour l'application des lois, directement au pouvoir réglementaire local. Une étude d'impact pourrait obligatoirement justifier le renvoi au Premier ministre pour l'exercice des compétences décentralisées, alors que je vous rappelle que l'article 34 de la Constitution ne confiait qu'au législateur la possibilité de déterminer les conditions de la libre détermination de la loi. Il est normal que le pouvoir réglementaire d'application des lois puisse aussi passer par le Premier ministre, mais pas en toutes circonstances. La décision du Conseil constitutionnel de 2002, loi sur la Corse, l'autorise expressément en se fondant sur la combinaison des articles 21 et 72 de la Constitution. Donc c'est sans lien avec le statut particulier de la Corse. Sans le savoir, sachez que c'est ce que vous avez déjà fait il y a déjà longtemps, par exemple en 2002, lorsque, avant 2002, les régions ne pouvaient adopter ce qu'on appelait encore des aides directes aux entreprises, que lorsque le décret du Premier ministre avait fixé le régime juridique de ces aides, et lorsque, en 2002, la loi a permis aux assemblées délibérantes régionales de fixer elles-mêmes le régime juridique de ces aides directes, on a renvoyé au pouvoir réglementaire d'application des lois, au pouvoir réglementaire local. Et personne ne peut nier que la possibilité maintenant d'être sorti des primes qui avaient été listées par le décret et de pouvoir s'adapter au territoire n'est pas une bonne chose. Il est évident que la politique économique des Hauts-de-France ne peut pas être la même que Auvergne-Rhône-Alpes. Et là, ça n'a pas posé de difficulté. Donc je pense que l'autre solution d'adaptation du droit, sans passer par une révision constitutionnelle, c'est de penser aussi à renvoyer à ce pouvoir réglementaire local de troisième niveau. On est bien dans un État unitaire, on doit avoir un cadre général qui doit être respecté. Maintenant, pour terminer, je parlerai rapidement du droit à différenciation des compétences au sein d'une même catégorie de collectivité territoriale. Pour moi, l'intérêt principal de cette disposition est surtout la possibilité de confirmer, la confirmation constitutionnelle de cette possibilité. Pour le reste, il semble compliqué lors de l'adoption d'une loi qu'on envisage que telle commune précisément, tel département ou telle région devrait, contrairement à sa voisine, exercer telle compétence et pas telle autre. C'est par ailleurs, réflexion d'universitaire, c'est par ailleurs la voie à des interventions très personnelles des parlementaires qui sont par ailleurs élus locaux, qui pourraient vouloir favoriser leur collectivité territoriale au détriment d'une autre. Pourtant, je le reconnais, cette possibilité est nécessaire, notamment à l'occasion de ce jeu de repositionnement local qui a cours sur le territoire actuellement. Dans la relation métropole et département, de temps en temps, on voit des métropoles qui sont très friandes de compétences départementales et d'autres non. Est-ce qu'elles doivent nécessairement exercer les compétences de la liste qui a été fixée par le législateur? Ou est-ce que certaines métropoles pourraient ne pas exercer du tout de compétences départementales, ou moins, ou plus que ce qui a été envisagé? Donc il me semble que c'est intéressant. Mais deux façons d'y procéder sont probablement préférables. Dans le cadre de ces repositionnements territoriaux, il suffit de passer par la première case que nous avons vue initialement, c'est-à-dire une demande des collectivités et EPCI concernés d'adaptation de la loi procédant à la répartition des compétences.
On demande simplement d'adapter ici, pour cette métropole et ce département, la liste des compétences. Deuxième possibilité, la procédure d'appel à compétences mise en place par la loi de 2004 sur les nouvelles responsabilités locales est plus objective. Rappelez-vous, une compétence est proposée à plusieurs niveaux de collectivité en fonction de leur choix. Par exemple, pour les fonds structuraux, c'était la région, c'était la région, mais si la région n'en voulait pas, ça pouvait être le département. Donc chaque région n'allait pas forcément devoir exercer cette compétence. Et cela avait été décliné pour plusieurs compétences. Faire un appel à compétences. La collectivité, lorsqu'une compétence n'est pas liée nécessairement à un niveau de collectivité, on propose à une catégorie de collectivité d'exercer cette compétence. Et si une région, si c'est ce niveau-là, n'est pas d'accord, on propose une option B, qu'un département puisse l'exercer à sa place, ou un EPCI, ou une commune. Donc en fait, la procédure de l'appel à compétences existe déjà depuis les lois de 2004. On dit que cette compétence peut être exercée par la collectivité, par le niveau de collectivité qui la voudra. Et c'est une très bonne façon, sans passer nécessairement par une révision constitutionnelle, de permettre une différenciation des compétences sur le territoire, outre les délégations de compétences sur lesquelles je ne m'étendrai pas, mais qui ne fonctionnent pas du tout comme on s'y attendait, puisqu'il y a très très peu de délégations de compétences sur le territoire, entre l'État et les collectivités ou entre les collectivités. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Monsieur le professeur Mélin Soukramania. Merci, Monsieur le Président. Je serai très bref, d'autant que beaucoup de choses ont été dites, et je vais me positionner, si vous me l'autorisez, sur un champ particulier qui est celui de l'outre-mer, à la fois pour parler de l'outre-mer et pour parler un tout petit peu aussi de l'Hexagone. Alors, cette révision constitutionnelle vient apporter quelques précisions, effectivement, à la révision de 2003. Pour ma part, pour aller vite, je dirais qu'elles vont dans le bon sens, puisque ceux qui ont pratiqué l'adaptation, qui ont cette expérience, notamment en Guadeloupe, en Martinique, on fait un constat. C'était une procédure très lourde. Elle est quand même très, très allégée et je m'excuse d'être un peu terre à terre. Ça coûte cher pour un résultat parfois un peu décevant. En tout cas, durant les premières années. Et c'est vrai que c'est intéressant, hein, pour l'adaptation, on a un petit recul, on a une expérience et je pense qu'il faut en tirer profit. En tout cas, s'agissant de l'outre-mer et de la révision proposée sur l'article 73, indéniablement, on va dans la bonne direction. En tout cas, s'agissant donc de ces départements et régions d'outre-mer, puisque on allège sensiblement la procédure avec un recours simplement au décret et un élargissement aussi du champ d'intervention, puisque toutes les collectivités régies par l'article 73, sauf une, j'y reviendrai, peuvent demander à bénéficier de cette adaptation hors du champ de leurs compétences. Alors, ce qu'il faut noter quand même pour les départements et régions d'outre-mer compris sous le pavillon de l'article 73, c'est que la révision est quand même très légère. Hein. Là, on touche la Constitution avec une lime et pas avec une hache. Par rapport à 2003, c'est une amélioration de la procédure et un élargissement du domaine matériel. Mais si vous me permettez cette réflexion personnelle, Monsieur le Président, on ne change pas de cadre, on ne change pas de logiciel. Alors, il y a quand même une incongruité que je signale, enfin une incongruité de mon point de vue. C'est le cas particulier du département et de la région de la Réunion. J'avoue toujours ne pas comprendre. J'ai lu et relu l'exposé des motifs avant de venir vous voir. Dans l'exposé des motifs, il y a une phrase un peu curieuse. On dit le choix arrêté en 2003, comme si le constituant ne pouvait plus retremper sa plume dans l'encrier. On a l'impression que ce choix est à tout jamais figé, alors que bon, voilà, c'était le choix d'une majorité à l'époque qui était déjà assez discutable de mon point de vue.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la version actuelle du projet de loi constitutionnelle, la Réunion se trouve au même niveau, mais certains le souhaitent encore, se trouve au même niveau que les départements et régions de l'Hexagone. Donc c'est un peu curieux de la laisser en retrait, mais il est vraisemblable qu'au cours de la discussion parlementaire, cette question reviendra. Enfin, en tout cas, je le souhaite, puisque justement le recul de l'expérience des 15 ans d'application de la révision importante de 2003, qui là avait véritablement opéré une rupture épistémologique, comme disent les savants, le recul montre que finalement ça n'a pas conduit à un effritement des Outre-mer. Le risque qui était évoqué à l'époque d'un largage ou d'une dérive des départements et régions d'outre-mer compris sous l'article 73, ce risque n'était pas avéré, on le voit bien, 15 ans après. Donc pour moi, cette rédaction légèrement modifiée du 5e alinéa de l'article 73 mérite d'être revue au cours de la discussion parlementaire. J'espère que le Sénat, dans sa sagesse, tiendra compte des 15 ans de recul dans les autres départements et régions d'outre-mer pour franchir ce pas. Alors, pour l'essentiel, ce que je voulais dire ici, c'est que pour les Outre-mer, donc cette révision constitutionnelle n'apporte que des modifications mineures qui vont sans doute ouvrir des marges de manœuvre plus grandes, puisqu'effectivement, comme vous le soulignez, Mme Chavrier, l'expérimentation n'a pas fonctionné, Outre-mer comme dans l'Hexagone. Bon. Rien de bien neuf sous le soleil pour faire un petit point, mais je sais que vous avez tous cela présent à l'esprit. En fait, la vraie rupture, elle date d'un peu avant 2003, pour les Outre-mer en tout cas, la rupture politique, la rupture idéologique, on va dire. Moi, je la situe aux accords de Nouméa en 1998, où on se rend compte qu'il va falloir avoir un rapport différent entre l'État et les collectivités lointaines, notamment celles qui sont insulaires. Et là, on a une convergence de vues. Le gouvernement socialiste de l'époque, Kéran, Jospin, etc., on pourrait multiplier les déclarations et le discours de Jacques Chirac, le discours de Madiana en 2000 qui dit « les statuts à la carte, c'est fini, il va falloir penser à une relation différente ». Donc voilà, vraiment 98-2000, juste après les accords de Nouméa, on se dit un autre rapport entre la République française et ses Outre-mer est possible. Donc on est toujours dans cette ligne qui a été marquée juridiquement par la révision de 2003. Celle-ci ne procède, à mon avis, qu'à des ajustements techniques souhaitables, mais ça demeure dans la lignée de 2003. Après, je voudrais élargir un tout petit peu le propos en quelques minutes et rebondir sur le propos de ma collègue Madame Chavrier sur la question de savoir qui peut-être, si j'ai bien compris, ou senti comment dire, le ressenti général ici de la salle et peut-être du Sénat, et peut-être la question la plus importante, est-ce que l'outre-mer, finalement, je pourrais la résumer comme ça, est-ce que l'outre-mer a vocation à être un modèle pour l'ensemble de la République et pour l'Hexagone ? Autrement dit, est-ce que la relation qui a été admise politiquement en 1998-2000, juridiquement en 2003, qui est prolongée aujourd'hui, la relation entre la République française et ses Outre-mer, est-ce que cette relation a finalement vocation à s'étendre à l'ensemble des collectivités territoriales de la République, y compris celles situées dans l'Hexagone? Alors, au risque de vous décevoir, Mme Chavrier, je ne le crois pas. Voilà, à titre personnel, je ne le crois pas. Je conçois ce qu'elle a de séduisant
mais pour ma part, je continue à penser que ce qui vaut pour la relation entre l'État central, pour aller vite, et les Outre-mer ne vaut pas nécessairement pour les relations entre l'État central et les collectivités territoriales comprises dans l'Hexagone. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. C'est un peu paradoxal, je m'excuse de soutenir cette opinion. C'est un peu, vous êtes jacobin dans l'Hexagone et très très girondin pour les Outre-mer, mais si on voulait aller vite, oui, ce serait ça. Le risque que vous... Alors, d'abord, ce que je voudrais dire, juridiquement, c'est possible. Il n'y a pas d'impossibilité juridique, comme l'a rappelé Madame Chavrier, comme l'a bien souligné le Conseil d'État, comme le fait bien ressortir le projet de loi constitutionnelle. La limite, la limite ultime, c'est l'uniformité d'application des droits fondamentaux. En gros, pour aller vite, c'est ce qu'on retrouve dans le projet de loi constitutionnelle. C'est une vieille jurisprudence du Conseil constitutionnel qui date de 1985, toujours réitérée, sa jurisprudence à propos de la loi Chevènement que le Conseil constitutionnel a répété dans des décisions fameuses, notamment celle sur la révision de la loi Fallou, etc., etc. Donc là, on a une ligne à ne pas franchir, c'est clair. Donc, juridiquement, ce projet de loi constitutionnel a une certaine cohérence, on voit bien la limite. La question que je pose et que je ne devrais pas poser parlant devant vous comme professeur de droit, c'est la question de l'opportunité. Cette question, évidemment, vous appartient et ne m'appartient pas. Tout de même, je me permets de glisser un petit élément d'opportunité. Je pense que le droit à l'adaptation, même poussé comme celui qui est prévu dans l'actuel projet de loi constitutionnelle pour les Outre-mer, est parfaitement justifié en raison de tout ce que vous savez, l'insularité pour la plupart, sauf la Guyane, comme chacun devrait le savoir, l'insularité, les données économiques, les données sociales, taux d'alphabétisation, etc. Enfin bon, je n'y reviens pas. Donc il y a un certain nombre de justifications qui peuvent tout à fait permettre de soutenir pour l'outre-mer un droit à l'adaptation poussé. En revanche, pour le territoire hexagonal, pour ma part, je continue à être réservé en raison du risque de fragmentation du droit, de création de ce que certains juristes appellent un droit de broussaille, pour avoir essayé... je vous donne un petit exemple concret. J'ai essayé avec un ami il y a quelques années, je ne sais pas si on y est vraiment arrivé d'ailleurs, j'ai essayé de faire un code des entreprises agissant outre-mer, d'ailleurs qui a été fait l'objet d'une sorte de publicité ici au Sénat. Les sénateurs d'outre-mer avaient voulu le valoriser. On a essayé avec ce collègue de faire un tableau, si vous voulez, de toutes les dispositions, et en particulier, s'agissant des entreprises, des dispositions fiscales ou sociales applicables outre-mer par outre-mer, en tenant compte de l'exercice du droit d'adaptation, soit adaptation générée par le pouvoir central, ce qui était le plus souvent le cas, soit adaptation demandée par les collectivités territoriales d'outre-mer concernées. Pourquoi est-ce qu'on a réalisé cet outil? Eh bien simplement parce que les chefs d'entreprise étaient très demandeurs d'un outil de ce type. Exemple type, le chef d'entreprise antillais qui veut investir, et ce n'est pas un cas d'école, et qui veut investir à La Réunion et qui a besoin de savoir à La Réunion quelles sont exactement les normes applicables sur le territoire
à l'issue du droit d'adaptation. Bon, je peux vous dire que ça n'est pas simple du tout, ça n'est pas simple à faire, et ça n'est pas simple, comment dire, à utiliser ce fractionnement du droit applicable pour notamment l'investissement économique, le développement. Bon, Outre-mer, d'accord, sur le territoire de la République, moi je continue enfin sur le territoire hexagonal, bon, j'aime bien l'hexagone, je ne sais pas pourquoi, alors je préfère en rester là. En tout cas sur l'hexagone, il me semble que voilà, il y a un danger de fragmentation qui n'est pas négligeable. Donc c'est possible juridiquement, mais l'opportunité, on va dire, politique, je continue à en douter, même si évidemment ce n'est pas à moi de me prononcer sur le sujet. Je pense que ça pourrait conduire à... Et puis, mon dernier argument, le seul... finalement que je n'ai pas évoqué, mais qui est celui qui est le plus important à mes yeux, outre ce risque de fragmentation qui n'est pas nul, ma crainte réelle, c'est que le pouvoir du Parlement, qui je ne suis pas certain qu'il sorte extrêmement grandi de l'ensemble de cette révision constitutionnelle, le pouvoir du Parlement de mon point de vue, serait encore réduit, pris entre l'étau des normes créées par les collectivités territoriales et l'autre partie de l'étau sur laquelle je ne m'étends pas ici, des normes d'origine européenne qui représentent aujourd'hui un peu plus de 50% du droit nouveau applicable sur notre territoire. Donc voilà, c'est ces deux risques qui me font émettre des réserves sur la généralisation du rapport que la République française instaure avec ses outre-mer à l'ensemble de l'Hexagone. Donc, s'il fallait me résumer, je serais encore plus girondin pour le rapport avec les outre-mer et je demeurerai encore jacobin pour le rapport entre le pouvoir central et les collectivités territoriales comprises sur le territoire hexagonal. Merci beaucoup, professeur. Chacun d'entre vous a sa propre approche et c'est stimulant pour nous, bien sûr. Je vais me tourner vers André Léniel pour qu'il donne un avis d'élu particulièrement averti, puisqu'il a aussi siégé au conseil régional de sa région, dans des responsabilités importantes. Donc, vous avez la parole. Et présider un département. Et présider un département, il a tout fait. Le gouvernement, l'Assemblée nationale, sénateur. La commune, le département, la région. Oui, il vous manque que le Sénat, mais ça peut s'arranger. Bon, bref. Allez-y. Toute boutade mise à part, d'abord, merci de votre invitation. Merci, mesdames et messieurs les sénateurs, d'être présents pour un sujet qui est évidemment un sujet important, qui est la révision constitutionnelle et les implications que cette révision constitutionnelle peut ou doit avoir sur les collectivités territoriales. Peut-être d'ailleurs, je déborderai un moment pour élargir au-delà de la seule thématique différenciation, expérimentation, pour parler aussi de quelques autres points qu'il serait peut-être utile que dans le cadre de la révision constitutionnelle, nous puissions les examiner, sans m'y appesantir exagérément, mais simplement en les évoquant. Sur le sujet différenciation, adaptation, expérimentation, dérogation, qui a été évoqué, et d'ailleurs il faudrait reprendre chacun de ces termes parce qu'ils ne sont pas spontanément substituables les uns aux autres. Mais je ne veux pas faire un cours de linguistique, ni donner un cours de droit. D'éminents professeurs sont présents et sont mieux à cette place que je ne le suis aujourd'hui. Mais je dirais qu'en ce qui concerne en tout cas l'Association des maires de France, puisque c'est en son nom que je m'exprime aujourd'hui, même si je pourrais déborder à quelques instants de mon propos sur les autres collectivités territoriales, je dirais que nous sommes favorables à des évolutions constitutionnelles
et à conforter un pouvoir d'adaptation. Mais en même temps, nous souhaitons que tout cela réponde à notre attachement à 4 principes. Et vous allez voir qu'après les avoir énoncés, la difficulté commence. La libre administration, bien sûr. Si je n'avais pas mis ce principe en premier, je pense que beaucoup d'entre vous n'auraient pas tout à fait compris mon propos. Mais aussi la subsidiarité. 2e principe. 3e principe, l'égalité. Et 4e principe, la non-tutelle entre collectivités. Et vous voyez, quand on regarde ces 4 principes, réussir harmonieusement à les faire cohabiter n'est pas forcément un exercice spontané. Alors, je commencerai peut-être par, je ne sais pas si c'est le plus facile, mais en tout cas le plus clair, l'expérimentation. Parce que c'est vrai que la réforme de 2003 avait mis l'expérimentation au cœur. Et c'était censé être, je me souviens des discours de l'époque, j'en avais d'ailleurs débattu avec le Premier ministre de l'époque, ardent décentralisateur, c'était censé être vraiment quasiment la pierre angulaire. Or, on découvre avec le recul que l'expérimentation, cela a été dit, a été en gros réservée à 2 sujets. D'une part le RSA, mais qui a été l'objet d'une loi avant même que l'expérimentation soit terminée, et la tarification de l'eau, qui fait encore l'objet aujourd'hui de débats. Le bilan est plus que mince en ce qui concerne l'expérimentation. Je dirais à mon sens qu'il y a 2 raisons. Une raison qui était dans les textes de la loi organique, c'est l'obligation de généralisation. Je pense que si l'on veut déjà permettre que l'expérimentation soit regardée autrement, il faut lever cette contrainte de la généralisation. Et l'autre est peut-être plus complexe parce que plus psychologique, c'est que nous sommes, nous élus locaux, enserrés dans tellement de normes, de règlements, d'obligations, et il ne se passe pas de semaines, même encore actuellement, sans que celles-ci se resserrent autour du monde local, que la volonté d'expérimenter, avant même qu'on en ait le début d'idée, apparaît comme impossible, et les obstacles comme insurmontables. Parce qu'il y a, de la part de l'administration française, je ne porte pas de jugement, c'est peut-être une excellente chose, peut-être pas, mais l'administration française a une habitude centralisatrice qui rend presque désespérée la volonté d'aller vers l'expérimentation. Ce qui fait d'ailleurs que les élus eux-mêmes font preuve de faiblesse, puisqu'ils n'osent pas s'attaquer à cet Himalaya. Et donc il y a à la fois un problème juridique et sans doute un problème culturel dans notre pays par rapport à l'expérimentation. Sur l'ensemble des autres sujets, parce que quand on parle de différenciation, d'adaptation, ce sont d'autres sujets. Et puis ensuite, est-ce que cela vient de la loi? Est-ce que cela est à la demande des collectivités territoriales? Ce sont encore des sous-catégories qui, bien entendu, ont leur importance. En ce qui concerne l'AMF, elle estime que les dispositions constitutionnelles existantes, et nous épousons en cela d'ailleurs l'avis du Conseil d'État de décembre, sont suffisantes. Qu'il n'y a pas besoin de réforme constitutionnelle pour ce qui est de la différenciation ou de l'adaptation. Que les lois ordinaires, aujourd'hui, le permettent. Il y a d'ailleurs des exemples très anciens. Vous avez évoqué des exemples plus récents sur le fait qu'il pouvait y avoir appel de compétences. Mais dès la loi de décentralisation de 1982, il y avait cette possibilité. Je vais citer un exemple très précis qui existe encore aujourd'hui dans le droit positif. C'est que l'on peut faire appel de responsabilité auprès des départements pour gérer les collèges quand on est une ville. Ça existe. Et je peux d'autant plus dire que ça existe qu'étant en désaccord avec la lenteur avec laquelle on modernisait mes collèges dans ma ville, j'ai fait usage
de cette disposition. Il paraît que je suis le seul. Je ne l'ai pas fait exprès. Donc c'est possible. Mais donc c'est possible. Et j'ai effectivement repris les 2 collèges de ma ville en gestion. Je les ai modernisés, reconstruits. Et une fois que ça a été fait, je les ai remis à disposition du département. Donc cette capacité d'adaptation, elle existe déjà dans des textes qui sont des textes de loi ordinaires, loi de 82-83, et qui peuvent être utilisés et qui peuvent être transposés à d'autres exemples quand c'est le législateur qui s'en saisit. Sur la différenciation, oui à la différenciation, oui à l'adaptation, mais encadrée. Ça ne peut pas être, j'allais dire, tout et n'importe quoi à n'importe quel moment. Nous sommes dans un État unitaire. Je suis de ceux qui s'en réjouissent plutôt. Mais un État unitaire, ça n'interdit pas de la souplesse, de la capacité d'innovation et d'adaptation, et je dirais même au contraire. Au contraire. C'est d'ailleurs ce qui était dit sur la décentralisation. Je me souviens d'un discours du président de la République de l'époque sur la décentralisation, disant certains craignent pour la République. Eh bien moi je vous dis que sans décentralisation, c'est sans doute l'État actuel qui sera le plus redoutable pour la République. Et donc on pourrait aussi tenir ce langage aujourd'hui en disant levons un certain nombre de contraintes, levons un certain nombre de difficultés, mais tout cela doit se faire dans un cadre où il y ait à la fois le consentement des collectivités concernées, cela va de soi, qu'il y ait des bornes qui soient posées sur, évidemment, les droits constitutionnels, les droits fondamentaux. On ne voit pas comment il serait acceptable, dans la République qui est la nôtre, qu'on puisse remettre en cause des droits fondamentaux, mais nous avons suffisamment de jurisprudence avérée sur les droits fondamentaux de la République pour qu'on n'ait pas de véritables difficultés de fond sur ces sujets. Je ne vais pas énoncer les encadrements qui devraient exister, mais il me paraît tout à fait important que ces encadrements existent. Et c'est là que je vais un tout petit peu basculer et déborder sur quelques autres sujets constitutionnels, mais c'est une réflexion d'élus et je suis sûr qu'elle sera partagée par le Sénat, Chambre des territoires, des collectivités territoriales, et par le fait que beaucoup de sénateurs, même si aujourd'hui le non-cumul sévit, je dis bien sévit, ont été dans une autre vie à la tête d'exécutifs locaux, départementaux ou régionaux, pour pouvoir expérimenter, pour pouvoir innover, pour pouvoir différencier, adapter. Encore faut-il avoir les moyens de cette différenciation, de cette adaptation et de cette expérimentation. Et c'est pourquoi, en ce qui concerne l'Association des maires de France, nous avons fait un certain nombre de propositions. L'une en particulier, c'est l'autonomie financière et fiscale. J'ai vu d'ailleurs avec intérêt qu'une mission de l'Assemblée nationale avait repris, j'avais d'ailleurs été auditionné également par cette mission, avait repris cette idée d'une autonomie, non pas seulement financière, qui aujourd'hui, dans sa définition de la loi organique, est totalement fallacieuse. Je rappelle simplement qu'aujourd'hui, il suffit qu'on donne à une collectivité 100% de ses ressources par un transfert d'impôt national et les règles d'autonomie financière seront réalisées à 100%. On conviendrait qu'il y a là, pour le moins, sujet à réflexion. Et donc, il faut redéfinir à la fois l'autonomie financière, qui, dans sa définition actuelle par la loi organique, n'a pas grand sens, et évidemment aller à l'autonomie fiscale. Nous souhaitons aussi, mais là c'est bien entendu spécifique aux communes, mais ça n'est pas une raison pour ne pas le revendiquer, que la Constitution garantisse la place spécifique de la commune, en particulier en constitutionnalisant sa clause de compétence générale, puisque c'est la seule collectivité territoriale qui ait cette clause de compétence générale. À cela, j'ajoute que nous souhaitons une beaucoup plus grande transparence et, à ce titre, sur le plan financier,
qu'il y ait une loi de finances spécifique pour les collectivités territoriales et que toute mesure concernant ou impactant les collectivités territoriales y soit incluse. On sait aujourd'hui qu'on nous présente, et là je m'exprime quasiment plus en tant que président du comité des finances locales qu'en tant que premier vice-président de l'Association des maires de France, que lorsque nous recevons devant le comité des finances locales, en avant-première, puisqu'on a droit à la présentation la veille du Conseil des ministres sur les lois de finances, et que nous interrogeons les ministres, nous ne savons pas le quart de la moitié de ce qu'il y a dans le budget concernant les collectivités territoriales. Et que c'est un exercice où le lièvre est dans le sac, comme on dit dans le Berry. Donc voilà, quelques idées, quelques propositions très concrètes que nous avons transmises. Nous avons sorti un document très argumenté, très étudié, avec la rédaction, et d'ailleurs nous avons été assistés en cela par des juristes éminents, pour que tout cela ait du sérieux, pas seulement du contenu, et que cela soit tout à fait possible d'intégrer à la révision constitutionnelle. Voilà, pardonnez-moi d'avoir un tout petit peu débordé, mais comme le disait Albert Camus, si nous retirons le pain du travailleur, que lui reste-t-il de liberté? Si nous continuons à étouffer les collectivités territoriales financièrement, que restera-t-il de leur capacité d'expérimentation et d'adaptation? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais donner la parole ou proposer aux collègues qui veulent la prendre de la prendre. Monsieur Jean-Pierre Sueur en premier. Non, j'avais compris que vous souhaitiez la prendre. Chers collègues, allez-y. Monsieur Kerrouche. Oui, Eric Kerrouche, sénateur des Landes. Je reviens quand même sur vos deux interventions parce que on est dans un cadre un petit peu particulier qui est le cadre français. Donc, avec une réussite de notre État central qui, certes, pendant longtemps, a fait envie dans les autres pays européens, tout simplement parce que la capacité et la réussite de notre État a été, au sens littéral, exemplaire dans l'intégration territoriale. Au point que cette intégration territoriale et cette domination du centre est devenue quelque chose qui est pratiquement totémique. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, il n'y a pas besoin de revenir sur les travaux de Pierre Legendre là-dessus, mais je pense qu'il y a une vraie mythologie étatique en France qui nous empêche de voir, avec un petit peu de recul, la nécessité d'adaptation territoriale, puisque cette adaptation territoriale, elle est toujours vécue comme un défi des territoires par rapport au centre. Et une remise en question sans cesse de la centralité, alors que dans notre pays, elle est bien affirmée et qu'il est en fait difficile de la remettre en cause. Ceci étant, quand on regarde un petit peu dans les faits, moi qui ai travaillé beaucoup sur les préfets, franchement, dans nos différents départements, il y a déjà des différences. Il y a déjà des différences. Derrière la façon dont on exerce nos compétences, il y a déjà des différences rassemblées sous une même étiquette. Sur le contrôle de l'égalité, qui peut prétendre qu'il s'applique de la même façon sur l'ensemble du territoire national? Personne. Et on le sait tous bien, on joue tous avec ça et on essaye de jouer avec ça. Alors je ne dis pas forcément sur des grandes décisions. Néanmoins, moi qui suis voisin d'un département à la frontière entre les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, eh bien, la vérité dans les Landes ne vaut pas dans les Pyrénées-Atlantiques et réciproquement. Donc il y a déjà des capacités d'adaptation et il faut les regarder en face et c'est vrai aussi en termes de compétences. Après, sur la question de l'insularité, je pense qu'il ne faut pas être trop, un peu trop court là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que ce sont des îles entourées d'eau que forcément, ça veut dire qu'il faut des dérogations spécifiques parce que c'est la géographie qui commanderait des différenciations territoriales nécessaires. Je vais vous le dire différemment. D'une certaine façon, il y a certains territoires de l'Hexagone qui sont déjà en situation d'insularité par leur enclavement, et que d'une certaine façon, les différences qui valent vis-à-vis de l'outre-mer pourraient valoir vis-à-vis de certaines parties du territoire et donc amener à des nécessaires différenciations parce qu'en effet, voir les choses de façon uniforme nous empêche de voir le territoire dans sa diversité. Et on sait très bien qu'à travers déjà des lois qui existent, comme la loi montagne ou autres, eh bien, en fait, on traite différemment des situations qui, pour autant, sont des situations hexagonales. Et là, il y a un risque. Alors, déjà, Monsieur le Président, vous dire qu'on peut au moins se dire que dans cette révision
constitutionnel, il y a des choses sur lesquelles on peut discuter positivement. C'est déjà une bonne chose de repérer quelque chose dans ce texte sur lequel on peut discuter positivement. Parce que pour le reste, ça sera, à mon sens, beaucoup plus difficile. Mais sur ce point en particulier, voir que l'incapacité d'adaptation législative, c'est l'incapacité à donner les bons pouvoirs au bon moment pour peut-être se sortir de situations économiques qui sont plus difficiles. Et donc là, il faut qu'on ait un pragmatisme vis-à-vis de la loi, sans que pour autant, ça remette en cause la centralisation. Et effectivement, on a un pouvoir réglementaire de 3e niveau. Je ne pense pas que ça amènera à la fragmentation du pouvoir du législateur. Pour finir sur ce point, il faut se rassurer, parce que même le poids de Bruxelles, à ma connaissance, n'est pas aussi élevé que ça. Dans l'enquête que j'ai pu faire avec des collègues sur la partie 1986-2007, on voit en fait que le poids de Bruxelles, le poids de l'Europe dans la législation nationale, c'est 18,5%. Et à ma connaissance, sur l'ensemble des travaux qui sont disponibles, le poids de cette législation n'a jamais été estimé pouvant dépasser 25%. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça, il ne faut pas avoir peur de cette capacité d'adaptation, parce qu'elle ne remettra pas en cause l'essence de notre pays, et au contraire, justement. Et je rejoins Géraldine Chavrier en la matière, c'est justement cet enserrement des différentes normes centrales quand elles contraignent trop fortes, qui risque de provoquer à terme un éclatement du modèle centralisé français. Et je pense qu'il faut un peu se donner de souplesse dans cette capacité d'adaptation, sans pour autant que cela ne remette jamais en cause notre modèle unitaire. Et je pense qu'on peut y arriver intelligemment en mettant à l'écart les mythes fondateurs républicains qui nous ont tenus ensemble, mais qu'il faut savoir dépasser de temps à autre. Merci. Est-ce que vous souhaitez réagir les uns ou les autres? Oui, madame, s'il vous plaît. Oui, merci. Je relais votre propos et que j'avais initié concernant le fait que, trop contraint, on risque effectivement d'aller au-delà de ce que nous souhaitons tous. C'est-à-dire que je crois que nous aspirons tous à un État unitaire. Ce qui m'étonne, en fait, c'est que nous sommes en train de parler de droit à l'adaptation, c'est-à-dire que nous allons beaucoup plus loin que ce qu'on voulait faire en 2003, parce que nous ne l'avons pas fait en 2003. Et c'est pour ça que je suis inquiète, comme vous, de ce que ça ne se fasse pas, parce que je crains qu'on aille encore à l'étape suivante tant qu'on n'aura pas un peu d'avancée dans ce domaine-là. Je veux dire par là que, en fait, le droit à l'adaptation n'est que la conséquence d'une incapacité expérimentée. L'expérimentation, c'est mieux pour l'adaptation. C'est mieux parce que c'est dire, je teste, puis j'évalue, je vérifie que le besoin d'adaptation existe. Ce qui a coincé, c'est l'impossibilité de conserver, enfin la possibilité présumée, je vais y revenir parce que vous avez raison, le droit le permet déjà, la capacité présumée de conserver quelques réussites. Je veux dire par là que si vous expérimentez pour plusieurs collectivités territoriales et que vous constatez que des expérimentations réussissent et d'autres échouent, dans l'évaluation, vous regardez pourquoi. Il y a tout de même d'assez fortes chances pour que certaines expérimentations réussissent à certains endroits et échouent à d'autres parce qu'il y a une situation locale qui le justifie. Et là, on a une réalité objective. On est sûr que le droit à l'adaptation est nécessaire parce qu'on a testé le besoin d'adaptation. Et si on avait dit à partir de là, si la loi organique, parce que ce n'est qu'un problème de loi organique et pas de constitution, si la loi organique n'avait pas dit que l'obligation était de généraliser ou d'abandonner, on aurait utilisé le droit existant, la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui dit que lorsqu'il y a une différence de situation, on peut traiter la situation différemment. Alors, l'expérimentation aurait conduit à maintenir la norme telle qu'elle était, puis à admettre des adaptations locales après expérimentation et donc évaluation au nom de la jurisprudence constitutionnelle qui considère qu'une différence de situation peut permettre des traitements différents ou qu'un intérêt général en lien avec l'objet de la loi peut permettre un traitement différent. Et là, cet intérêt général aurait été le fait que sur un territoire, une expérimentation avait abouti à de très bons résultats et qu'il serait ridicule de revenir en arrière et d'abandonner ces bons résultats. Ça, c'est de l'adaptation par expérimentation. Aujourd'hui, parce qu'on n'a pas expérimenté, parce qu'on n'a pas joué le jeu,
On passe à l'étape suivante, on adapte sans expérimentation. Le Conseil d'État dit bien, attention, ça serait mieux d'expérimenter avant. Mais maintenant, ce sont deux choses différentes. Il y a un droit à l'adaptation qui est posé en premier lieu dans le projet de révision constitutionnelle, et on rajoute que l'expérimentation est toujours possible et peut être finalement liée, les deux peuvent être liés, le cas échéant. Donc on est passé à l'étape supplémentaire parce qu'on n'a pas utilisé le droit existant qui consistait à expérimenter, puis éventuellement à conserver si nécessaire parce que l'expérimentation avait démontré l'utilité de ces expérimentations. Et ça, je regrette énormément. Je suis pour le droit à l'adaptation parce que c'est ce qu'on nous propose aujourd'hui et que le droit à l'expérimentation a tellement échoué que je pense qu'il est négativement connoté. Mais si on avait fait ce qu'il fallait en temps et en heure, on n'aurait pas tenté une surenchère comme aujourd'hui. Merci beaucoup de ces réactions. Monsieur Reichart. Merci, Monsieur le Président. Je suis arrivé en retard et donc je vous prie de m'excuser si la question à laquelle je vais vous demander une réponse a déjà eu ce type de réponse dans notamment la première intervention de Madame le professeur. En fait, moi je voudrais profiter de la présence d'éminentes personnalités enseignants pour parler du droit local alsacien-mosellan, dont je ne sais pas si vous avez déjà parlé. Je suis un sénateur alsacien-mosellan, je pense que vous l'avez compris, et je bénéficie, comme toute la population alsacienne-mosellane, du droit local alsacien-mosellan, hérité de l'histoire. Les plus anciens textes datent de Napoléon, d'autres plus récents ultérieurement, d'autres de l'Empire allemand lorsque l'Alsace-Moselle était allemande, etc., etc. Ce droit local alsacien-mosellan est à l'heure actuelle, depuis une décision du Conseil constitutionnel de 2011, empêché d'évoluer. Une décision Somodia qui a reconnu le droit local alsacien-mosellan comme un principe fondamental reconnu par la République, mais qui lui a dit que ce droit ne pouvait plus évoluer autrement que dans un sens du rapprochement avec le droit général. Vous l'avez compris que c'est particulièrement pénible pour les gens qui souhaiteraient faire évoluer ce droit local dans un souci d'une meilleure réponse encore aux intérêts de la population alsacienne-mosellane, et ça a été notamment particulièrement difficile lorsque, en matière de régime local de la sécurité sociale, l'instance de gestion de ce régime local a demandé que, profitant de la loi sur la sécurité de l'emploi, qui améliorait le panier de soins, nous puissions, nous aussi, en Alsace-Moselle, bénéficier d'une amélioration encore supérieure à ce panier de soins. Ça lui a été refusé, justement parce que cette décision Somodia lui interdisait d'évoluer dans un sens différent que celui du droit général. Alors ma question est très directe. Est-ce que vous avez pensé à cela, réfléchi à cela d'ores et déjà? C'est quand même pour le coup l'exception, qui elle n'est absolument pas insulaire, hein, vous l'avez compris, voilà. Et deuxièmement, est-ce que vous pensez qu'avec ce droit à l'adaptation, on va pouvoir contrecarrer cette décision Somodia? Vous l'avez compris, si ce n'était pas le cas, je pense que nous serions quelques-uns, parlementaires alsaciens-mosellans, à essayer d'inscrire dans la Constitution un article spécifique en la matière. Nous y avons déjà réfléchi. J'ai un collègue, Jacques Bigot, qui est là et qui aussi a des idées à cet égard. Voilà, donc voilà, question très directe. Est-ce que ce droit à l'adaptation suffit ou est-ce qu'il faut aller plus loin pour ce qui concerne spécifiquement le droit alsacien-mosellan? Alors, avant de vous donner la parole, je vais la donner à M. Grosdidier, qui est sénateur de Moselle et qui a aussi son mot à dire sur ces questions, qui feront d'ailleurs l'objet d'une matinée de travail demain matin à la commission des lois. C'est dire que la matière nous passionne. Oui, et effectivement, pour aller exactement dans le même sens que mon collègue alsacien, effectivement, le droit local de l'Alsace-Moselle qui a été accepté
au moment de la réintégration de ces 3 départements dans la République, aujourd'hui n'est plus que accepté par cette jurisprudence du Conseil constitutionnel comme une forme d'anomalie qu'il conviendrait de le rectifier par cliquet et qui permet pas souvent de l'adapter et qui le condamne donc à l'archaïsme et à la disparition parce que toute possibilité même de l'actualiser est empêchée aujourd'hui par la jurisprudence constitutionnelle. Deuxième question, donc qui n'est pas strictement locale, mais qui la rejoint. Est-ce que si on considère que la loi doit être unique, alors pas c'est la France hexagonale ou la France continentale, dire à l'évidence en Corse se posent des problèmes. Je ne parle pas des revendications du peuple corse autoproclamé, mais par exemple de la question des droits des résidents en termes d'accession à la propriété. C'est qui pose un véritable problème et qui semble très difficile de gérer dans un cas, de régler, sauf que je vous interroge là-dessus, de régler dans un cadre législatif national. Mais la solution n'est-elle pas, sans créer des statuts dérogatoires, d'étendre le pouvoir réglementaire des régions? Est-ce que, par exemple, il est normal que la réglementation thermique soit la même à Mout, le même document à Mout et à Bonifacio? Est-ce qu'on ne doit pas progresser, non pas vers des législations différenciées dans les régions, mais vers un plus grand pouvoir réglementaire aux régions qui nous paraissent beaucoup trop grandes pour ce qu'elles gèrent actuellement et qui pourraient prendre du sens par un transfert de quelques compétences non régaliennes ou par un pouvoir réglementaire plus étendu et qui serait certainement mieux adapté aux réalités des régions. Muriel Jourdain ne voulait pas intervenir sur le droit d'Alsace et de Moselle. Est-ce que vous pouvez conserver votre question de sorte que nos invités puissent éventuellement réagir non seulement sur le droit d'Alsace et de Moselle, mais sur la question assez générale du pouvoir réglementaire. Vous dites pour les régions, est-ce qu'il y a des raisons à ce moment-là de le limiter aux régions? Les départements, par exemple. Oui. Alors ce sont 2 sujets distincts. Je donne la parole à qui veut la prendre. Je sais que les 2 successivement. Sur le pouvoir réglementaire, peut-être. Non. Oui. En 2 mots sur la décision Somodia, c'est vrai que elle a procédé à une forme de vitrification du droit local alsacien-mosellan. Ça, juridiquement, votre analyse me paraît juste. Après, il y a la question d'opportunité, qui est celle de savoir s'il faut effectivement réouvrir le champ. Là, c'est votre sujet, mais en tout cas sur l'analyse juridique que vous en faites, ça me paraît juste. Sur l'extension du pouvoir réglementaire région, département, l'exemple que vous donnez de la réglementation thermique est un excellent exemple parce que là, pour le coup aussi, on a une expérience. Vous savez, par exemple en Guadeloupe et en Martinique, ce sont des domaines où ils sont intervenus, ils ont établi une réglementation très précise qui fonctionne bien. Ils ont mis, comme je le disais tout à l'heure, ça leur a coûté un peu d'argent. Je rejoins tout à fait ce que disait M. Léniel tout à l'heure. La question de l'argent, des compétences et du temps est centrale dans cette histoire de l'exercice de l'adaptation et de la demande d'adaptation. Mais c'est un domaine, effectivement, où ça a bien fonctionné sans remettre en cause des règles propres en matière de réglementation thermique. Effectivement, ça n'a pas fait s'effondrer la République. Donc, je partage tout à fait votre point de vue. Madame. La première question qui a été posée, l'avez-vous pensé? Non, je ne l'ai pas pensé. À la question de savoir si la révision constitutionnelle permettrait de contrecarrer les effets de cette jurisprudence,
Je ne connais pas précisément, je peux vous donner le cadre qui vous permettra de répondre, parce que ce qui me manque, c'est une connaissance fine de ce droit pour savoir y répondre. Dans la mesure où vous pourrez témoigner d'une spécificité, d'une particularité qui n'est pas purement historique, qui n'est pas purement « j'ai eu plus à une certaine période que les autres, je veux continuer à avoir plus ». Dans la mesure où vous pourrez justifier que votre passé, que ce droit spécifique implique que vous soyez traité différemment pour des raisons d'intérêt général, de bonne poursuite de vos politiques, quand vous pourrez témoigner d'une véritable différence de situation avec le reste du territoire qui n'est pas juste héritage du passé, mais objective, alors, effectivement, cette possibilité constitutionnelle vous permettra de conserver et d'accroître cette spécificité. C'est-à-dire que vous pourrez quand même, je suppose, témoigner d'une dynamique. C'est-à-dire que ce droit spécifique a créé des droits, s'est appliqué à créer des besoins, des nécessités, et vous pourrez, devant le Conseil constitutionnel, justifier de la nécessité de maintenir et d'accroître ces différences. C'est le Conseil constitutionnel, en dernier lieu, qui va trancher, parce que là, la révision de la Constitution ne sera pas suffisamment précise pour répondre à votre question. C'est lui qui va décider si, par exemple, il peut considérer que l'histoire de ce droit particulier constitue à elle seule une différence de situation qui peut donner lieu à un droit à l'adaptation, ou si il lui faut quelque chose de plus concret, une différence de situation entre usagers, dans les politiques. Donc c'est le Conseil constitutionnel, ce qui fait que finalement c'est peut-être la rédaction qu'il faudrait revoir dans le projet de loi constitutionnelle pour permettre de l'englober plus largement. Donc je pense que la réponse est: si c'est que continuer à avoir un avantage sur les autres, sans justification concrète de différence de situation, connaissant le Conseil constitutionnel, je pense que ce sera compliqué. Mais si il y a une dynamique, ça sera possible. Pour le pouvoir réglementaire des régions, je vous répondrai assez rapidement. Moi, j'y suis très favorable, c'est possible. La décision du Conseil constitutionnel de 2002 dit très clairement que le législateur peut renvoyer pour certaines modalités d'application des lois au pouvoir réglementaire local. Depuis 2003, la révision constitutionnelle a reconnu un pouvoir réglementaire à toutes les collectivités territoriales pour l'exercice de leurs compétences. C'est là que du coup, la question de la région et pas seulement de la région peut se poser. C'est-à-dire que la région, pour l'exercice de ses compétences, doit et pouvoir le faire. C'est l'exemple que je donnais tout à l'heure des aides directes aux collectivités territoriales. Le jour où on en a fini avec ce décret du Premier ministre qui nous expliquait qu'il y avait la prime à la création d'emplois, la prime régionale à la création d'entreprises, et c'est tout. Et le jour où on a permis aux régions de délibérer sur leur régime juridique d'aide aux collectivités, d'imaginer des dispositifs, on a permis une adaptation au territoire et personne ne s'en porte plus mal. Donc en fait, c'est un réflexe du législateur qui doit consister à renvoyer au pouvoir réglementaire de chacune des collectivités territoriales, parce que si c'est la région pour des compétences qui ne sont pas les siennes, ce n'est pas pour l'instant dans la Constitution, et ça reposera le principe de la tutelle. Et on sait qu'aujourd'hui, on a plus intérêt à ce que chacun intervienne dans son niveau de compétence, parce qu'on a plus intérêt d'avoir des collectivités territoriales qui vont dans le même sens, plutôt que des collectivités territoriales en tension sur ce point-là. Alors ça, c'est pour les lois à venir, que le législateur pense à renvoyer lorsque ça ne relève pas de la prérogative constitutionnelle du Premier ministre. Le Conseil constitutionnel avait exclu ce qu'on a dit, les droits constitutionnellement garantis, et puis les conditions essentielles d'exercice des libertés publiques. Là, on ne peut pas y renvoyer, mais votre exemple vous montre bien que ça ne pose pas de difficulté. Il avait rajouté une petite limite, il avait dit on peut renvoyer à certaines modalités d'application de la loi, sous les réserves que je viens de vous donner. Certaines signifient que probablement que le Conseil constitutionnel va considérer que pour certaines questions, le principe d'égalité va s'entendre beaucoup plus strictement, ou qu'il y aura un intérêt national à ce qu'il n'y ait pas de différence. Mais il y a énormément de compétences pour lesquelles le pouvoir réglementaire des régions, des communes, mais c'est plus compliqué parce que beaucoup d'entre elles n'ont pas les possibilités d'établir ces textes. En tout cas pour les régions, le pouvoir réglementaire des régions devrait être beaucoup plus souvent actionné. Je reviens, avant de donner la parole à André Léniel, sur cet aspect de pouvoir réglementaire des régions, sur la question du droit alsacien-mosellan. Moi, j'ai compris que la décision du Conseil constitutionnel qui fait obstacle à l'évolution du droit d'Alsace et de Moselle s'opposait à ce que le législateur national fasse évoluer cette législation. L'idée qu'on pourrait
par le truchement d'un pouvoir d'adaptation conféré à une collectivité territoriale, contourner une interdiction qui est faite au législateur national lui-même, me paraît difficile à acclimater. Donc, je crois que on ne se passera pas, si on veut aller dans votre sens, mais nous en discuterons demain matin, on ne se passera pas de dispositions qui soient des dispositions, je pense, spécifiques. Et votre demande était plutôt que le législateur national ait le droit de faire ce qui lui est actuellement interdit, plutôt que de renvoyer pour des législations qui peuvent toucher aux droits des sociétés, par exemple, au législateur local des compétences, qui risqueraient à ce moment-là de créer un problème de commerce interne au territoire national. C'est une matière quand même... Alors, je redonnerai la parole à Jacques Bigot. C'est aussi pour l'Alsace et la Moselle. Est-ce que la coutume bretonne peut attendre avant d'arriver à l'actualité de nos débats? André Léniel. Oui, sur le pouvoir réglementaire, l'Association des maires de France n'est pas opposée à ce qu'il puisse y avoir pouvoir réglementaire, à condition que ça soit dans le cadre des compétences de la collectivité concernée. Ça, c'est un premier élément. Ce qu'a dit d'ailleurs tout à l'heure Géraldine Chavrier, et que je partage totalement. Et avec, bien entendu, le codicile indispensable, mais que j'avais évoqué dès mon propos liminaire, qui est la non-tutelle d'une collectivité sur une autre, qui, pour l'Association des maires de France, est bien évidemment un principe incontournable qui doit subsister. Donc, il faut regarder ce qui peut être modifié par voie réglementaire, mais comme je l'avais également indiqué, et ça vient d'être dit par Mme Chavrier, il n'y a pas besoin de réforme constitutionnelle pour ça. Le droit actuel le permet. Simplement, il faut avoir la volonté de l'utiliser dans le cadre tel qu'il est défini aujourd'hui, c'est-à-dire à l'intérieur des compétences de chacun des échelons. Donc il peut y avoir un pouvoir réglementaire communal dans le cadre de certaines compétences communales, un pouvoir réglementaire départemental dans tel ou tel domaine, et d'ailleurs ça existe déjà en matière d'adaptation sur les minima sociaux et sur un certain nombre d'autres choses de cette nature, et évidemment régional. Si je voulais titiller un tout petit peu M. Grosdidier, je dirais que son exemple n'était pas terrible, parce que, voyez-vous, mettre les mêmes degrés au sein d'une région qui va de la Creuse jusqu'aux frontières de l'Espagne, je ne suis pas sûr que l'échelon régional soit le bon. La région pensera à l'adapter. Mais à ce moment-là, ça sera différencié à l'intérieur de la région, et là, vous voyez que ça devient très complexe. Merci beaucoup. Alors, cher Jacques Bigot, vous avez la parole. Peut-être juste une précision. L'histoire du droit local alsacien-mosellan fait du genre d'histoire, mais c'est une histoire qui n'a pas évolué, puisque en 1918, ça fait un siècle, l'idée était on va harmoniser. On va intégrer des éléments de ce droit nouveau qui venait de la période de Bismarck dans le droit français général, et puis inversement, on va petit à petit. Il faut constater, d'ailleurs, il y avait une commission d'harmonisation qui existait. Aujourd'hui, un siècle après, on constate qu'il y a des domaines dans lesquels personne ne demande, pas plus dans les 3 départements que dans le reste de la France, qu'il y ait cette harmonisation. Et donc, effectivement, la question, elle relève plus du pouvoir législatif, voire du pouvoir réglementaire de l'exécutif, c'est les articles 34 et 37 de la Constitution, à mon sens, de pouvoir ne pas se soumettre à cet arrêt Somodia qui est très restrictif et qui garde cet esprit de l'harmonisation d'il y a un siècle, alors qu'aujourd'hui, on va pouvoir constater que non, il y a un droit des associations, il y a un droit particulier de la chasse, que tout le monde s'en contente et que c'est ce droit-là. Donc on est moins dans la différenciation territoriale que dans la reconnaissance par la République que depuis un siècle, elle a organisé une différenciation de fait, qui est d'ailleurs, pour l'essentiel, dans les codes, code civil, code de l'exécution, toute une série de codes contiennent des dispositions particulières aux 3 départements qui ne sont pas votées par les départements, par la région. Je crois que c'est ça. On a pris un petit peu d'avance sur nos travaux de demain matin. Ça préfigure une séance certainement très courte, puisque maintenant nous approchons d'une solution. Alors, Muriel Jourda.
Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Et je vais m'éloigner de ce territoire, si vous voulez bien, pour revenir chez moi dans le Morbihan. Je remercie d'abord les intervenants de leur intervention, ne serait-ce que par la différence des explications qu'ils nous ont données, de leur position que j'ai trouvée extrêmement intéressante. Et au fur et à mesure que vous vous exprimiez, une interrogation m'est venue que je vais vous soumettre, peut-être pour que vous me disiez qu'elle n'est pas pertinente. Nous sommes tous attachés à l'unité du territoire que le professeur Mélin Soukramania a fait valoir, mais également le président Léniel, enfin chacun d'entre nous l'est. Pour autant, je partage plutôt l'opinion de mon collègue Kerrouche qui indique que, bien que nous ne soyons pas dans la position des départements et des régions d'outre-mer, le territoire hexagonal est aussi habité par des différences qui font que l'application d'une loi unitaire donne des résultats assez variés. Et il me semble, peut-être mes collègues en seront d'accord, que le droit de l'urbanisme en est un parfait exemple où des dispositions nationales en local ont des conséquences tout à fait différentes quand parfois elles peuvent être appliquées parce qu'elles ne le peuvent pas toujours. Et en tant que Morbihannaise, j'ai immédiatement pensé à la loi littorale qui avait été à l'époque votée, me semble-t-il, selon des principes qu'on qualifiait d'anglo-saxons. C'était une loi qui était finalement extrêmement générale et qui devait permettre une adaptation locale par, j'allais dire, les exécutifs locaux aux dispositions géographiques, enfin à la situation de chaque région. Et on s'est rendu compte qu'en réalité, ça n'a pas été possible parce que les décisions qui ont été prises ont été progressivement soumises à la justice administrative qui a fait son œuvre unificatrice de justice que de mettre fin à ces dispositions qui, au départ, devaient être différenciées. Alors, ma question, elle est simple. Ne risque-t-on pas, aujourd'hui, avec ce droit à l'adaptation, qu'une fois encore, la justice unificatrice nous passe dessus, si je puis dire, et mette fin à ces disparités locales pour revenir vers un territoire unifié? Madame Chavrier. Je comprends parfaitement votre interrogation, parce que, pour vous dire, la loi de 1984 sur la fonction publique territoriale, le législateur avait renvoyé pour certaines décisions à la délibération locale. Le Conseil d'État en a été saisi et celui qu'on appelait encore à l'époque le commissaire du gouvernement a tenu un propos qui pourtant publié absolument impressionnant. Il a reconnu que le législateur avait souverainement, puisque quand même le Conseil d'État est tenu par la loi, avait souverainement décidé de renvoyer au pouvoir réglementaire local pour ces décisions. Puis il a ajouté, mais nous ne nous voyons pas gérer le vent de 36 000 libertés locales. Et donc, il s'est débrouillé pour trouver une technique juridique de décret nécessaire à l'application de la loi pour refuser effectivement ce droit à l'adaptation. À l'époque, c'était le Conseil d'État. Sauf que là, je suis beaucoup plus optimiste parce que le Conseil d'État, j'avoue avoir failli tomber de ma chaise. Dans l'avis du Conseil d'État de 7 décembre là, dernier, il nous a dit que ce serait plutôt favorable à la démocratie locale. Et à partir du moment où, en tout état de cause, vous avez une révision constitutionnelle sur le sujet, vous contraignez les juridictions administratives. Et même le Conseil constitutionnel, même si lui se laisse plus de marge d'appréciation de la norme constitutionnelle qui n'est jamais suffisamment précise, puisque ce n'est pas son rôle, les juridictions administratives, comme le Conseil constitutionnel, seront contraints d'accepter le droit à l'adaptation. Et donc, il sera beaucoup plus difficile de recourir aux petites techniques juridiques jusqu'ici employées pour bâillonner le législateur dans sa volonté d'adaptation. Professeur Mélin Soukramania. Ce sera très bref puisque c'est exactement dans le même sens. Effectivement, ça envoie quand même un signal, même s'il n'est pas nécessairement très clair. Mais je pense que le risque que vous évoquez n'est pas complètement absent, mais tout de même il y a une indication claire. Pour ce qui est du propos général qui était le vôtre dans votre question. Je voudrais revenir sur ce qui a été évoqué tout à l'heure. Vous avez raison. Hein. Le principe d'égalité n'a jamais été un obstacle à des différenciations de traitement territorial. Lorsque le législateur
est intelligent, ce qui lui arrive parfois ou souvent, il le fait et il va même très loin. La loi littorale est un exemple. J'ai en tête un vieux texte, mais que j'aime bien, sur les zones franches territoriales en 1996, par exemple. On allait très loin sur ce droit de zonage. Enfin bon, on pourrait multiplier les exemples. C'est ce que disait Géraldine Chavrier tout à l'heure à propos du principe d'égalité. Dès lors que les différenciations de traitement sont justifiées, qu'elles sont en rapport direct avec l'objet de la loi, les différenciations sont possibles. Ce qui est vraiment la limite dans notre système juridique auquel je suis attaché, c'est que les critères sur lesquels reposent ces différenciations de traitement soient des critères objectifs. Je citais le cas de l'insularité tout à l'heure, on pourrait citer l'histoire, on pourrait citer la géographie, le PIB, le taux d'alphabétisation, de chômage, enfin il y a une série de critères qu'on peut utiliser, puis d'autres qu'on se refuse absolument à utiliser, l'origine ethnique, la entre guillemets race, la religion, etc. etc. Donc on a un système qui est assez cohérent, équilibré, et le recours à des différenciations de traitement territoriales n'était pas interdit. Ce que lève cette révision constitutionnelle, voilà, elle envoie un signal à l'attention du Conseil d'État, dont le rôle est de préserver l'unité de l'État. On reproche parfois au Conseil d'État d'être jacobin, mais il est là pour ça. Enfin, voilà, donc là, on lui envoie un signal, mais je continue à penser, comme je le disais tout à l'heure pour l'outre-mer, que l'apport marginal de la révision sur ce point n'est quand même pas très très grand. Voilà donc pour cette table ronde sur la différenciation territoriale, un événement organisé par la Commission des lois. Cette idée de la différenciation territoriale a été lancée par le président de la République lors de la conférence des territoires en juillet 2017. L'objectif, c'est de différencier les compétences et les règles d'exercice entre collectivités relevant d'une même catégorie. En clair, permettre un exercice plus souple des compétences locales. Voilà, vous pouvez bien sûr revoir ce programme sur notre site internet publicsénat.fr.